L'année 2024 a été particulièrement riche, en figurines, mais pas que. On a eu notamment la sortie du film Transformers Le Commencement, que personnellement j'attendais énormément, et qui, bien qu'il a eu un succès ma foi assez moindre, a eu au moins le mérite d'attirer les critiques en positif et de me redonner espoir envers la licence au cinéma. Mais donc, côté jouet, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez voir sur ce camembert, désolé c'était tentant, donc sur ce camembert, l'évolution de ma collection, en regardant dans le sens des aiguilles d'une montre, avec pour chaque année le nombre de figurines obtenues. Et on peut remarquer que 2024 a été ma troisième meilleure année. Et donc, je voulais bien en parler. Et pour le faire, il fallait un minimum être organisé, donc je vais vous proposer dans cette vidéo mon top 5 des figurines de 2024, avec quelques mentions honorables, et un petit prix annuel que j'accorderai à une d'entre elles qui, ma foi, est bien particulière. Sur ce, commençons si vous le voulez bien. Et nous ouvrons le bal avec un duo, qui a d'ailleurs volé la place à un certain hélicoptère de combat, mais ça, on en reparlera plus tard. Mohawk et Casey Boss de la gamme Studio Series. Commençons avec l'avion. Je l'ai acheté en janvier, ça a été d'ailleurs le premier Transformers que j'ai acheté cette année-là, et autant dire que j'ai été séduit. Certes, il est clairement dépassé par ses articulations, qui ne sont plus du tout dans les standards actuels. Mais je lui pardonne ce gros défaut avec sa peinture. Il faut dire que je suis fan de l'argenté présent sur quasiment tout son corps, mêlé à quelques touches de doré et d'autres couleurs. De même, j'affectionne particulièrement son mode alternatif. Bien qu'il ne reprenne pas un modèle exact d'avion de chasse, j'aime bien comment il essaye d'être crédible, avec notamment la peinture argentée encore une fois, le cockpit qui peut s'ouvrir, et même de manière générale, le robot qui se dissimule assez bien, avec un undercarriage pas trop mauvais puisque assez lisse, et avec juste les pieds qui dépassent légèrement, mais dont je pardonne cet aspect avec la peinture, même l'allure générale qui font que ce défaut ne ressort pas trop. Passons maintenant à Mohawk. Je l'ai obtenu au mois d'août, et au départ je ne le voulais que pour le mode moto. Mais au final, je me suis surpris à beaucoup apprécier son mode robot. Il faut dire qu'il fait partie de ce petit groupe très restreint de figurines que j'appelle des jouets de poche, dans le sens où j'apprécie beaucoup les balader un peu partout. Et lui, clairement, c'est un bon exemple de ce cas de figure. Il est très agréable à poser, malgré ses articulations un peu restreintes, et pour le coup, j'adore m'amuser avec. Et la moto est très convaincante. C'est à mon sens la seule moto vraiment réussie de Studio Series, tant en mode alternatif qu'en robot. Et rien que pour ça, je me devais de saluer l'effort qui a été fait, et donc il est sur la 5ème place avec Casey Boss. Et si on considère Casey Boss comme Nitro Zeus, eh bien j'ai, sans faire exprès, complété un duo. Et à défaut d'avoir brillé sur grand écran, il illumine une partie de mes étagères, et j'en suis bien content. Passons maintenant sur un tout autre registre, avec à la 4ème place une figurine de la gamme rétro, Optimus Prime. Je me le suis procuré en décembre, ça a été d'ailleurs la dernière figurine que j'ai achetée cette année-là, et par extension la dernière que j'ai achetée avant d'atteindre ma majorité. Et comment dire, je n'ai pas été déçu. Je me le suis procuré pour fêter les 12 ans de ma collection, et autant dire que j'ai fait le bon choix. C'est une expérience très particulière, de toucher pour la première fois à ce mold si iconique qui signifie bien plus qu'un jouet dans l'histoire de la licence. Et bien évidemment, le ressenti l'emporte beaucoup trop, et donc je ne pouvais pas, de façon raisonnable, le placer plus haut que ça, même s'il crée en moi plus d'effets que Casey Boss et Mohawk cités précédemment. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur lui car c'est une figurine vue et revue, que l'on connaît tous. Mais pour une première fois et pour un 12e anniversaire d'une collection, ce fut une excellente surprise. Et donc rien que pour ça, il devait être présent dans le classement. On ouvre maintenant le podium avec Shockwave, mais pas n'importe quelle version, la version Select, donc le Galactic Man. J'ai cherché pendant un moment le Shockwave Siege, mais vous le savez peut-être, il n'est pas facilement accessible à un prix raisonnable. Je me suis donc dit, quitte à galérer, autant chercher la version exclusive. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Je suis friand des petites références dans les jouets. Et ici, clairement, j'ai trouvé mon bonheur. Il s'agit, il me semble, de la première occurrence d'un Shockwave en Galactic Man directement réalisé par Hasbro et Takara Tomy. Et autant dire que ce fut une réussite. J'adore le passer d'un mode à l'autre, que ce soit avec le mode armure ou le mode simple du robot, même les différentes configurations de vaisseaux qu'on peut faire.
J'ai pris goût à le manipuler, à le transformer d'un mode à l'autre, et clairement c'est l'un des achats les plus marquants de cette année pour moi. Je l'ai obtenu au mois d'avril, donc j'ai bien eu le temps d'expérimenter avec lui, et je l'ai tellement apprécié que je l'ai d'ailleurs présenté sur ma chaîne. Et donc rien que pour ça, je trouvais que le mettre sur la 3e place du podium, c'était un classement assez juste. Enfin, juste. Disons plutôt logique. On passe maintenant à la médaille d'argent. Dans la gamme Shattered Glass, je demande le chef des Autobots, le diabolique Ultra Magnus. Le concept de Shattered Glass m'était un peu étranger jusqu'à il y a encore quelques mois. Je savais grossièrement en quoi ça consistait, on inverse les gentils et les méchants, on vend ça dans une gamme d'exclusivité et ça plaira à tout le monde. Et je confirme. Il m'a donné goût à cet aspect du multivers Transformers, j'ai lu les comics, et maintenant je risque fortement de vouloir d'autres figurines de la gamme. Certes, pour l'instant ça ne s'est pas encore concrétisé, mais ça ne saurait tarder. En soi, je ne peux pas lui accorder la première place, même si je l'apprécie énormément, car il n'y a pas réellement d'aspect de nouveauté. Il faut dire que j'ai obtenu le mold via Ultra Magnus Spoiler Pack en janvier 2021, soit 3 ans plus tôt, donc la nouveauté était finalement assez moindre. Mais tout de même, rien que pour l'attache qu'il a créée à cet aspect du multivers, et même à la triple référence, puisque l'on a certes le Ultra Magnus Shatterglass, mais également Delta Magnus et Magna Convoy dans une seule figurine, pour moi, il méritait clairement d'arriver très haut dans le classement. Et c'est donc pour cela qu'il obtient, ma foi, une place assez correcte, même très correcte, qui est la seconde. Et passons, si vous le voulez bien, au roi de ce classement. Je l'ai déjà dit plusieurs fois tant ça m'a marqué, en juillet 2024, j'ai été chaleureusement invité à Paris, plus précisément au Grand Rex, pour assister à une avant-première entre fans du film Transformers Le Commencement. J'ai bien évidemment accepté la proposition, je m'y suis rendu, et j'ai passé une excellente soirée à m'émerveiller devant un film que je savais déjà être le meilleur de la licence. Mais j'ai également et surtout passé une excellente journée en compagnie de très bons amis, qui d'ailleurs se reconnaîtront certainement en voyant cette vidéo. Mais bien évidemment, pendant une journée à Paris, quelques jours avant les JO, il fallait s'occuper. Nous avons instinctivement pensé à faire les boutiques, comme tout bon collectionneur. Dans la gamme rétro, je demande le Decepticon le plus fidèle à Megatron, Soundwave. Par où commencer? Déjà, je suis fan inconditionnel du concept d'un Soundwave se changeant en lecteur cassette. Certes, c'était déjà un concept assez kitsch à l'époque, et c'est entre-temps devenu ridicule. Mais rappelons que le ridicule ne tue pas, et que c'est ce que j'aime bien retrouver parfois dans Transformers. Allez demander pourquoi ma partie préférée du multivers, c'est les films. Mais en dehors de ça, j'adore la transformation, qui est certes simple, mais représentative de la génération 1. Et j'affectionne tout particulièrement le principe des petites cassettes qui se changent en petits robots pour accompagner Soundwave dans ses missions. J'ai vraiment retrouvé, en déballant cette figurine, le soir après avoir vu Transformers le commencement au cinéma, dans ma chambre d'hôtel, un sentiment que j'aurais pu connaître si j'étais né dans les années 80, ou si j'y avais grandi en tout cas, avec ces jouets qui entre-temps ont forgé l'image qu'on s'en est fait, et qui est en partie celle que j'en ai aussi de mon côté. Je ne sais pas bien si c'est l'événement qu'il y avait autour qui a beaucoup participé à ça, mais je savais, rien qu'en l'achetant, que je faisais l'une des meilleures acquisitions de cette année-là, et le temps m'a donné raison. À l'image d'un peu toute ma collection, c'est assez aléatoire. Étant fan des films, pourquoi j'irais m'intéresser à un jouet qui reprend un personnage de la génération 1, même si techniquement c'est une représentation du film de 1986, donc on reste dans le thème. Je dirais juste que parfois, c'est un peu l'enfant qui reprend le dessus sur le collectionneur, et c'est un sentiment que j'adore retrouver. C'est rare, certes, mais quand il revient, ça fait extrêmement plaisir, et ça me rappelle que ces années de collection n'appartiennent pas qu'au passé. Avant de passer aux mentions honorables et aux prix annuels, j'aimerais passer rapidement sur les places 10 à 6 pour vous donner une idée un peu plus large de la façon dont je classe mes figurines. 10e position, Bone Crusher Nest. J'aime beaucoup son mode robot, son mode véhicule, mais le gros point noir sera ici sur la couleur. On aurait pu avoir une réédition de l'original, mais ici ça n'a pas été le cas, et le côté un peu solution de secours se fait un peu trop ressentir à mon sens.
Neuvième position, encore une fois, un duo, Frenzy et Rumble, le premier en 86, le deuxième en concept art, de cassettes, enfin cassette pour le premier, OVNI pour l'autre. C'est un duo que j'adore balader avec moi. Pareil, ces fameux jouets de poche qui sont très agréables à manipuler, à poser et à photographier. Rien que pour ça, je voulais les mettre dans le classement. Et à la huitième position, le policier dont vous ne voulez surtout pas subir les interrogatoires, Barricade, encore une fois, une première dans ma collection. Et même en passant outre le fait que la version que j'ai est une version customisée, j'aime beaucoup ce mold, j'aime beaucoup le manipuler, mais il arrive assez bas dans le classement car honnêtement je suis pas fan de sa transformation, bien que la voiture soit bien évidemment magnifique. Maintenant, la septième position, 7, c'est le chiffre de Dieu, et justement, Sound Blaster Legacy Evolution. Il m'a été offert très généreusement par un très bon ami. Vous savez très bien pourquoi je l'utilise quasiment tout le temps, je lui ai dédié une vidéo, et je le remercierai encore pour m'avoir fait ce très joli cadeau. Et à la sixième position, celui qui s'est fait coiffer au poteau de vraiment pas grand chose par un avion et une moto, l'hélicoptère de combat MH53 Blackout. Rien de spécial à dire si ce n'est que lorsque la seule version qui te surpasse c'est le Masterpiece et qu'on lui reproche de trop te ressembler, ça en dit long à mon sens. Ce classement étant maintenant achevé, nous pouvons passer à quelques mentions honorables. Une voiture, bien sûr. Une Mercedes SLS AMG, encore mieux. Aux couleurs de Sound Blaster, bien évidemment. C'est pour cette raison que je me suis procuré le Soundwave de la gamme du quatrième film. Un achat que je ne regrette absolument pas. Une autre voiture, bien évidemment. Une Formule 1, je dis pas non. Avec du doré, à coup sûr. Shadowstrip, Legacy, plus précisément la sous-gamme Velocitron Speedia 500, une horreur à se procurer pendant un temps, mais une très belle voiture que je suis bien content d'avoir sur mes étagères. Un Scorpion? Pourquoi pas? Du film Rise of the Beast? Ça sera mieux que le rôle qu'il a dans le film. Scorponok Studio Series est une très belle surprise, très agréable à manipuler et à poser, un peu moins à transformer. J'aime beaucoup les Power Dashers, mais qui dit Power Dasher dit également compléter le trio avec Chromar, que j'ai donc obtenu cette année-là. Une figurine ma foi fort sympathique, qui me permet non seulement de compléter une équipe, mais également d'avoir tous les moldes de Weaponizer Siege, le tout dans un ensemble cohérent. Une autre équipe que je me suis procurée en intégralité sur toute l'année 2024, c'est les Prime Changers de Transformers Le Commencement. Orient Pax, B127, Alpha Trion et Sentinel Prime. Des jouets fort agréables à transformer, manipuler, poser, bref, on en a pour notre argent. Maintenant, j'aimerais accorder quelques minutes à une figurine, ma foi, très particulière à mes yeux, tellement qu'elle a été exclue d'office du classement lorsque je l'ai obtenue. Le Masterpiece 03 Starscream. Alors, j'en vois déjà certains arriver et poser cette question légitime, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il n'est en rien ressemblant au personnage tel que nous l'avons connu dans le dessin animé, les comics, et ne ressemble même pas à son jouet finalement. Mais alors, pourquoi? Premièrement, vous le savez déjà grâce à KSI Boss cité précédemment dans cette vidéo, j'adore les Transformers dont le mode alternatif, quand il est réaliste, arrive très bien à retranscrire l'illusion d'un robot totalement dissimulé par sa transformation. Ici, ça marche excellemment bien. Le robot disparaît dans l'avion. Est-ce que c'est même le meilleur avion de la licence? Honnêtement, c'est possible. La seule grande faiblesse objective que l'on pourrait lui attribuer, c'est sa fragilité. En effet, ce Starscream a été sujet à de nombreuses casses sur beaucoup d'exemplaires. À vrai dire, même le mien risque d'être sujet à cela, vu que, à son déballage, en précisant que mon exemplaire était neuf quand je l'ai acheté, des marques de stress étaient déjà présentes sur lui. C'est pour cela que je le manipule avec la plus grande des précautions, et c'est d'ailleurs ce qui fait d'après moi que ce Starscream est parmi les rares Transformers dont on peut communément admettre que ce ne sont pas des jouets. Une autre faiblesse que certains lui trouveront, c'est son mode robot. Avec une apparence très différente de celle du Starscream original, effectivement, on peut se demander, est-ce qu'il est bon? À mon sens, oui, bien évidemment. Je dirais même que son aspect unique en fait une version à part de celle de la génération 1.
J'aime beaucoup le poser sur son socle quand je peux le sortir de sa boîte, car il attend toujours impatiemment que j'achète de nouveaux meubles pour l'exposer fièrement, mais à mon sens, c'est l'une des plus belles pièces de ma collection. Bien évidemment, c'est le genre de figurine que je ne peux pas vous recommander tant elle est particulière. Certains me diront que c'est vraiment une aberration, cette figurine. Une erreur. D'ailleurs, même Takara semble penser cela, vu qu'il semble l'effacer petit à petit, puisqu'ils appellent leur Starscream MP52 le 2.0, alors qu'il s'agit en fait de la troisième itération de ce personnage dans leur gamme. Celle-ci n'est pas l'exemple même d'une réussite objectivement, mais elle a un charme qui fait que je l'affectionne tout particulièrement, et une histoire si particulière que, à mes yeux, elle est l'une des meilleures acquisitions que j'ai pu faire en 2024. Et c'est donc pour cela que je l'ai exclue d'office de ce classement, car j'y ai une attache beaucoup trop particulière pour la comparer à d'autres figurines. Ce qui résulte de cette année 2024 pour ma collection, c'est déjà une évolution assez énorme, bien évidemment, mais également une envie de toujours continuer à collectionner. 2024 fut une excellente année. Espérons que 2025 le soit tout autant.